on fonctionne tous ensemble, donc ils mettent tout en place pour que on réussisse dans nos projets. On a chacun des projets perso, mais que ce soit un projet global quand même. Enfin voilà, on se tire tous les uns. C'est un projet collectif qui va nous pousser à être les meilleurs individuellement, si tu veux. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire un échange à plusieurs. Nous serons donc 3 invités plus moi. Et je vous présenterai ces invités dans quelques instants, juste avant le remerciement habituel aux nouveaux Patreons en la personne de Thomas Duvivier et Alexis Mengo. Merci à tous les deux de rejoindre la communauté des Patreons. Par ce geste, vous soutenez financièrement le LTP et vous intégrez une belle communauté de partage, de passionnés, de trail et de bienveillance. Dans cet épisode, j'ai donc reçu 3 personnalités du team Sidas Matrix avec lesquelles nous allons échanger sur leur parcours de vie sportive, sur leur arrivée dans ce team, sur les différentes valeurs qu'ils partagent au sein de cette belle équipe et puis sur les différents objectifs qui se profilent à l'horizon. Et je précise également que cet épisode n'est pas réalisé dans le cadre d'un partenariat rémunéré. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Élise Poncet, Noé Rogier et Thomas Janichon du team Sidas Matrix. Je suis avec Élise Poncet, Noé Rogier et Thomas Janichon. Salut Élise, comment vas-tu ? Mais écoute, très bien pour ma part. Pas encore dans la saison d'hiver, mais bientôt. Donc bien hâte. Ouais. Noé, à ton tour, comment vas-tu ? Salut, tout va bien, j'ai remis les skis, donc tout se passe au mieux. Et Thomas, salut. Salut. Bon, un peu plus fatigué que les deux autres. C'est vrai sur Saint-Élion ce week-end. Tu étais sur la Saint-Élion, c'est vrai. Comment ça s'est passé ? Ouais. Très bien. Pour être honnête, vivement que Baptiste la gagne. Ouais. Comme ça qu'on n'ait plus besoin de faire des nuits blanches début décembre. sous la pluie, la neige. Baptiste a fait 3e. 4h du mat. Ouais. Si 3e Baptiste. Ouais. C'est ça. On salue Baptiste d'ailleurs. Bon, merci à tous les 3 Baptiste de me rejoindre et de nous rejoindre, les auditeurs du LTP. Seront contents, j'imagine, de vous entendre tous les 3 réunis, avec des profils un peu différents. Hein, le manager du team Elite, Élise et Noé, avec des profils un peu différents. Donc ça va être sympa d'avoir un petit peu vos histoires, vos points de vue, et puis votre histoire avec la team Matrix, Sidas Matrix pour dire ça précisément. Oui. Élise, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, et puis nous expliquer un petit peu ton histoire avec le sport de manière générale. Ouais, carrément. Écoute, Élise Poncet, j'ai 27 ans depuis un petit mois maintenant. J'habite en Haute-Savoie, à Saint-Gervais. Alors, je suis pas native de Haute-Savoie. Moi, j'ai grandi en région parisienne pendant 18 ans, hélas. Du coup, voilà. Mais c'est quand même là-bas que j'ai commencé le trail finalement. Enfin, j'ai commencé par faire de l'athlétisme à 16 ans à peu près. Je pense que j'ai découvert l'athlétisme par les crosses, UNSS, tout ça. Donc j'ai fait mes armes. Enfin, j'étais obligée de faire mes armes là-bas avant de commencer le trail. Bien que j'étais déjà très passionnée de montagne et de trail à l'époque, mais malheureusement voilà, j'avais pas le terrain de jeu qui s'y prêtait. Donc du coup, j'ai commencé par apprendre à courir sur une piste. Et ensuite, dès que je pouvais m'échapper en montagne, je le faisais. Jusqu'à ce que je puisse déménager en montagne à 18 ans pour poursuivre mes études, ma passion et vraiment plus m'impliquer au fur et à mesure dans cette discipline. Donc moi, je suis plutôt spécialisée courte distance. Donc au départ, j'ai vraiment commencé par de la course en montagne. J'ai fait mes armes dedans et je continue d'ailleurs parce que c'est vraiment une discipline que j'affectionne énormément. Maintenant, je suis aussi sur le circuit Golden Trail Series, donc avec des distances jusqu'à 30 km, on va dire à peu près. Et voilà, donc je switch un peu entre les deux disciplines et voilà. Et puis l'hiver maintenant, depuis 2 ans, avant je faisais du cross-country, athlétisme toujours, et depuis 2 ans, j'ai décidé de m'impliquer dans le ski alpinisme parce que j'adore le ski depuis toujours aussi. Et je pense que c'est un bon complément pour le trail, donc voilà. Maintenant, donc des bonnes bases d'athlètes.
des bonnes, comment dire, des années qui t'ont servi, j'imagine, dans ta pratique du trail aujourd'hui. Apprendre à courir, on n'est pas que, comme je dis souvent, on n'est pas que des randonneurs, les trailers. On sait aussi courir, et vous savez aussi courir, vous les élites. J'imagine que ce passif d'athlète en piste, notamment, ça te sert aujourd'hui. Hein. Oui, je pense. Et puis j'ai jamais aimé la course sur piste. Ça a vraiment été un tremplin pour pouvoir accéder au trail. J'ai jamais aimé, mais j'y suis quand même passée. Effectivement, je pense que maintenant j'ai des bonnes bases de vitesse, j'ai un bon geste, on va dire, qui m'aide à optimiser, ma performance aujourd'hui. Donc finalement, je regrette pas du tout parce que je pense que voilà, techniquement, je suis assez correcte et puis j'adore. Au final, même si je cours pas sur piste, tu vois, j'adore courir assez vite à plat et c'est aussi d'ailleurs c'est pour cette raison que j'ai décidé de rester sur des distances courtes parce que j'aime ce côté un peu vitesse, très dynamique de l'athlétisme. Très bien. N'hésitez pas les garçons et inversement après à intervenir, à poser des questions, même si vous connaissez beaucoup, mais n'hésitez pas à intervenir, vous levez la main, hop, et vous pouvez poser une question à l'un ou à l'une ou à l'autre. Moi, j'ai peut-être, avant, si tu veux, vas-y. Moi, j'ai peut-être juste rajouter quelque chose sur Élise. Elle n'a pas osé le dire, mais quand elle dit région parisienne, de Versailles. Elle a un peu de mal à le dire, mais bon. Elle est de où, Thomas? Ça a coupé. T'es une usure, Thomas. Elle vient de Versailles. De Versailles. De Versailles, à côté du château, juste à côté. D'accord. Dans les jardins, là, pas loin. Ouais, tu vois, je suis passée du château de Versailles au Mont Blanc, tu vois, on voit les choses en grand aussi. Ouais. Merci Thomas pour cette intervention, il fallait le préciser. Avec grand plaisir. Je suis sûr. Noé, raconte-nous un petit peu, toi, il me semble que t'es beaucoup... Alors, juste en revenant un petit peu à Élise, elle l'a pas dit, mais elle est championne de France de course en montagne. Et accessoirement 4e du Golden Trail Series là récemment, donc bravo à toi Élise, on y reviendra un peu plus tard. Noé, quant à toi, explique-nous un petit peu ton historique sportif et voilà, un petit peu tout ça. Et ben alors du coup moi c'est Noé, du coup j'ai 20 ans, donc j'habite sur la Rosière là, en Savoie. Et du coup j'ai commencé tout jeune, le sport, moi j'adore être en extérieur et tout, et c'est un peu ce que j'aime faire. Et du coup, j'ai un peu commencé avec un peu de tout, de l'escalade, un peu d'athlétisme, mais pas trop. Et du coup, après, en fait, mes parents m'emmenaient souvent en fait en montagne faire de la rando et passer du temps en montagne. Du coup, au fur et à mesure, je me suis trouvé un petit goût pour ça et je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer de courir et j'ai pris plaisir et je me suis dit je vais faire 2-3 compétitions. Et puis à côté de ça, je fais un peu du ski de randonnée aussi l'hiver pour compléter. Et parce que c'est cool d'être en montagne et de profiter un peu de la bonne neige. Et voilà. Champion du monde de ski alpi en U20, ouais. Il me semble. C'est ça, ouais, voilà. En 2021, c'est ça? En 2021 en Andorre, en sprint, ouais, voilà. D'accord. Et à côté, du coup, je cours l'été pas mal du coup au team. Et moi, je fais pas non plus des grands formats parce que vu que je suis encore un peu jeune, j'ai pas encore les jambes assez solides pour ça. Du coup, c'est entre du 20 et 25-30 cette année, voilà, que je compte faire avec 2-3 formats golden s'il y a des petites courses, voilà. Et du coup, voilà. Très bien, parfait. Thomas, à ton tour, au niveau sportif, ton historique de manière assez condensée. Il y a Élise qui rigole déjà, qui sourit déjà. Ouais. Il y a peut-être à avoir des dossiers. Elle cherche, elle est embêtée parce qu'elle cherche mais elle ne trouve pas. C'est pour ça. Ouais, on a hâte d'entendre ton palmarès sportif, Janiche. Levé de coude. Donc moi, Thomas Janichon, j'ai 28 ans, je suis jurassien d'origine et j'habite en Savoie maintenant, à Courchevel. J'ai pas peur de le dire, je suis fier de l'être, contrairement à d'autres. Le Versailles des Alpes. Voilà, exactement. Et qui offre un patrimoine naturel exceptionnel avec le parc national de la Vanoise. Je suis du coup manager du team Silas Matrix et le cofondateur avec Simon Gosselin au 1er janvier 2019. Et je suis également moniteur de ski alpin, du coup, au sein de la station de Courchevel pendant les vacances scolaires de Noël et de février. De snowboard aussi, non?
Et le snowboard aussi. Ouais. Ah oui, précise-le ça, Thomas, s'il te plaît. Attends, le snowboard quand même. Et le snowboard, c'est une infime partie c'est peut-être 0,1% de ma pratique hivernale. Donc, tu vois, je préfère dire moniteur de ski et de ses dérives, dont le snowboard, plutôt que le moniteur de ski et le snowboard. Non, voilà. Moi, j'ai un passif de skieur alpin. J'ai fait 15 ans de ski alpin à plus ou moins bon niveau. Je suis passé par toutes les gammes, du niveau départemental au niveau national. Et j'ai toujours été bien attiré par la montagne avec des parents pratiquants et qui m'ont emmené depuis que je suis tout gamin en montagne et dehors. Donc toutes nos vacances, on les faisait en camping-car, on partait tout le temps grimper, marcher, faire plein de choses. Et en fait, je me suis blessé au genou l'année de mes 17 ans, donc l'année du bac. Et en fait, du coup, je me suis blessé au genou sur la première compétition de l'hiver. Et en fait, ça m'a obligé, de par ma rééducation et mon orientation professionnelle, à devoir faire un choix sur est-ce que je continue coûte que coûte le ski ou est-ce que je n'essaie pas, de manière plus intelligente, d'avoir un backup si la situation revient et que je suis immobilisé pendant l'hiver. Donc de là, en fait, j'ai fait un bac plus 3 en école de commerce en ski études et un master 2 en école de commerce. Et ce qui m'a donné envie d'aller de plus en plus vite en montagne, à mon échelle. Et de pouvoir commencer un peu la pratique et tomber amoureux de cette pratique. Et du coup, de vouloir, à ma manière, toucher et apporter quelque chose sur l'aspect haut niveau. N'ayant pas les capacités physiques de performer à très haut niveau, j'ai un attrait inconditionnel par rapport à ça, avec tout ce qui gravite autour de ça, que ce soit la performance, mais la stratégie, l'assistance, la communication, enfin tout ce qui gravite autour de la performance et du haut niveau. Et en fait, c'est de là que j'ai rencontré Simon Gosselin un peu par hasard, et c'est là qu'on a décidé de créer. Donc ça, c'était début de l'année 2018, enfin même fin 2017. Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose de différent, et il faut qu'il fasse quelque chose qui nous plaît. Et c'est avéré que voilà. On va en reparler juste un petit peu plus tard dans l'épisode de cette notion de genèse du projet de la team Sidas Matrix, qui était initialement, il me semble, la team Matrix au départ. Exact. Moi, ce qui me parle là dans ce que j'entends de vous trois, c'est que vous avez quand même une grosse relation avec la montagne. Vous y êtes toute l'année, que ce soit l'hiver, l'été. Noé, je te vois hocher, je te vois affirmer de la tête. Est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi de manière générale la montagne? On sent que le trail, c'est un petit peu une des parties de votre activité, mais que vous n'êtes pas uniquement trailer, quoi. Et toi en particulier. Bah oui, du coup, c'est ça. En fait, la montagne, c'est vraiment un espace de liberté qu'on peut, et du coup, à travers le trail, qui nous permet du coup de se déplacer et de voir différents paysages et du coup, c'est un moyen de locomotion comme du coup l'hiver, le ski de randonnée. C'est ce qui nous permet de voir plein de paysages. Et oui, on est toute l'année du coup en montagne. Moi, je suis pisteur secouriste aussi du coup l'hiver. Donc en fait, la journée, je suis sur les skis en station et après le soir, à l'entraînement. Et l'été, c'est pareil. On touche un peu à tout, que ce soit l'escalade, un peu d'alpinisme, et ça, c'est cool. Ok. Élise, toi de ton côté, pareil, tu disais Saint-Gervais, la montagne fait partie de ton quotidien, quoi. Oui, depuis toujours, grosse passion pour la montagne, même si j'ai pas grandi dans cet environnement. C'est un environnement que je connaissais beaucoup parce que voilà, j'ai des attaches quand même. Ma famille vient de Haute-Savoie à la base et voilà, mes parents pratiquaient beaucoup, étaient grimpeurs. Moi à côté, je grimpe aussi beaucoup. Je fais de l'alpi. Enfin, en fait, toutes les pratiques, je pense, montagne qui existent aujourd'hui, à l'exception du parapente, je pense que je les pratique. Base jump. Et non, tout ce qui est dans l'air, non, pas encore, non. Ah, pas encore, t'as dit. Non, pas encore, non, on manque de temps. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire, exactement. Donc voilà, non, grosse passion, et parfois c'est un peu dur de poser les mots dessus. Effectivement, comme disait Nono, c'est un espace de liberté qui est énorme, et puis après c'est hyper viscéral, quoi. Enfin, moi, c'est un truc, parfois je sais même pas l'expliquer, j'ai juste besoin, et puis voilà, et c'est vraiment pour ça que je m'entraîne aujourd'hui. Tu l'as
Vas-y, excuse-moi, j'allais te couper. Vas-y, continue. Ouais, bah, c'est vraiment, voilà, enfin, tu vois, pour avoir testé d'autres sports avant, je me suis jamais sentie aussi bien que dans cet environnement. Et le fait, tu vois, d'avoir aussi pris la décision de faire du ski et de faire ça vraiment toute l'année dans cet environnement-là, c'était vraiment un besoin et une grosse envie, ouais. Quand tu as pris la décision de déménager, tu en as parlé tout à l'heure par rapport à tes études, tout ça, tu l'avais senti depuis longtemps que t'avais ce besoin viscéral même d'y habiter, quoi? Ouais, bah clairement c'était un objectif de vie énorme pour moi. Enfin, vivre à la montagne, c'était clairement mon objectif de vie. Enfin, donc du coup c'est trop cool, je l'ai atteint. Mais oui, j'ai tanné mes parents depuis gamine parce que j'étais complètement obnubilée par la montagne, ouais. Toi, Thomas, je crois avoir lu que depuis 3 ans, tu es sur les skis, de manière générale. Donc là, pareil, ta vie professionnelle tourne autour de la montagne, à l'ESF. Voilà, tu peux repréciser un petit peu ce que représente pour toi le fait de vivre à la montagne et d'y vivre, le fait voilà, En fait, ce qu'ont assez bien résumé Élise et Noé, c'est que aujourd'hui, on a tous un attrait avec la montagne et en fait, nos pratiques sont juste un moyen d'évoluer dans ce milieu et de se faire plaisir. Donc, en fait, c'est de pouvoir trouver dans la temporalité de l'année, que ce soit hiver, printemps, été, automne, le meilleur moyen de s'éclater en montagne et d'être épanoui là-dedans. C'est vraiment le mot phare, c'est l'épanouissement et en fonction des affinités, des pratiques et des niveaux de chacun, de pouvoir en fait adapter ça entre ceux qui aiment skier l'hiver, ceux qui aiment courir, ceux qui aiment faire du ski et compagnie. Et moi, ça fait 9 ans que je suis moniteur de ski. Alors c'est vraiment une pratique qui est complètement complémentaire et très minime dans mon année parce que je fais que les vacances scolaires. C'est vraiment un complément de ça. Et à côté, je fais du ski de rando depuis aussi une grosse dizaine d'années. Mais globalement, c'est ça, et c'est ça qui je pense qui nous recentre et qui est le gros dénominateur commun de tous les athlètes et les personnes du staff du team Sidas Matrix. Noé, qu'est-ce que ça t'apporte cette diversité des pratiques liées à la montagne? Par exemple, si on se place de ton point de vue trail sur les périodes estivales, qu'est-ce que tu penses que t'apporte le fait d'évoluer en montagne l'hiver par rapport à quelqu'un dont c'est pas le cas? Eh ben déjà, je pense que ça sert vraiment du coup l'hiver à avoir un complément, par exemple en ski de randonnée notamment. Du coup, ça te permet quand même de travailler quand même ta caisse et de faire toute ton endurance quand même de base parce que au final tu fais quand même pas mal de dénivelé, pas mal d'heures et donc ça te fait toute ton endurance de base pour l'été et du coup quand tu arrives au printemps, en mai, en avril, tu as quand même déjà un peu de D+ dans les jambes, tu as fait quand même pas mal de force musculaire et du coup c'est quand même des gains qui sont quand même pas non plus anodins par rapport à quelqu'un qui va courir peut-être toute l'année sur du plat ou en ville, et c'est sûr que tu seras quand même plus à l'aise à la reprise en bosse. Après, c'est vrai que du coup, il faut quand même se remettre un petit peu quand même à courir un peu à la piste ou faire des gammes parce qu'on a quand même perdu un peu la foulée pendant ces mois de l'hiver. Ouais. La progressivité à la reprise de la course à pied de l'hiver à l'été, vous la voyez comment? Élise, toi, il y a une période d'adaptation? Vu que ça fait vraiment peu de temps que je fais du ski alpinisme, ski de rando, ça fait quelques années en arrière, mais ski alpinisme, vraiment, ça fait vraie grosse saison l'année dernière où j'ai pas du tout couru de l'hiver. Et donc on est encore dans une phase d'ajustement avec mon coach, avec Simon. Donc l'année dernière, on a bien constaté que j'avais pas couru assez. Parce que je pense qu'au début de saison, j'étais pas super rapide sur le plat, par exemple. Donc, tu vois, c'est des choses qu'on affine au fur et à mesure. Donc là, on a fait un gros bilan fin de saison et je pense que l'axe d'amélioration, ce sera là d'essayer de courir au moins 2 fois ou 2-3 fois par semaine, mais au moins 2 fois pour effectivement, comme disait Nono, garder de la foulée. Et même si on gagne en tout cas, moi, je gagne beaucoup en endurance de force. Je suis mieux en bosse, effectivement. Par contre, je perds quand même certaines qualités. Donc, et notamment au niveau de l'impact articulaire, par exemple. Alors, c'est bien parce que tu te préserves, mais d'un autre côté, musculairement... Faut pas se désadapter, quoi. Ouais, tu le désadaptes aussi. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre entre
voilà, il faut conserver, je pense, une base de course à pied, revenir progressivement et voilà, choisir son calendrier, ses courses en conséquence en début de saison, c'est hyper essentiel et pareil, couper quand même, parce que même si c'est un autre sport, ça bastonne quand même. Hein. Enfin, c'est vraiment hyper dur cardiaquement le ski de rando et en tout cas, moi, je sais que j'ai vraiment besoin de couper entre les 2 saisons aussi. Thomas, ton point de vue sur cet aspect progressivité, retour à la course à pied après une période hivernale? Alors, moi, c'est moins un parti parce que c'est vraiment la partie de Simon Gosselin qui est responsable de la partie performance au sein du team. Mais en fait, globalement, nous, notre objectif, c'est d'écouter les envies des athlètes et essayer de s'adapter au maximum avec leurs envies pour être performant en trail avant tout, parce que on a un team de trail avant tout, mais en y amenant de la composante un ski alpinisme pour Noé et Elise, des crosses, du marathon, de la route, enfin tout ce que les athlètes ont envie de faire pour progresser in fine en trail. Donc en fait la progressivité elle est hyper importante et ce qui est top, comme le dit Elise ou Noé, c'est que le ski amène quelque chose de différent. Donc il faut réussir à comprendre et analyser ce que ça peut apporter, mais il faut surtout pas oublier que pour la plupart, c'est un moyen d'être plus performant l'été, de travailler des points un peu cruciaux ou des points un peu alors pas faibles, mais des petits points, voilà, où l'athlète est un peu moins performant, de le faire de manière plus ludique, plus agréable et surtout adapté encore une fois à la saison. Donc la progressivité, elle se fait vraiment au fil de l'année. Et comme dit Elise, par exemple, garder 2-3 sorties de course à pied pendant l'hiver, c'est essentiel maintenant. Si tu veux performer, dès mi-mars ou même début mai, en fonction des championnats de France de trail ou de course en montagne, tu peux plus faire 4 mois de ski sans toucher les baskets. Pas tout le monde est Kylian Jornet, quoi. Non, et même Kylian, hein, même Kylian aujourd'hui, il revient. Ouais. Bah maintenant voilà, ça pousse. Hein, le niveau il est quand même de plus en plus dense, donc on peut plus se permettre on peut plus faire les deux saisons complètement dissociées, c'est impossible. Après, comme le disait Tom, c'est hyper aussi adapté à chacun. On joue avec. Moi, je sais qu'il faut que je progresse en endurance de force, donc le ski ça va m'aider. Certains n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà une grosse endurance de force. Voilà, je pense que c'est un peu tous d'abord ce qu'on aime faire aussi, bien sûr, l'épanouissement, et après aux qualités de chacun. Ça, pour le coup, on est vraiment tous différents là-dessus, quoi. Très bien. Juste avant de passer à la partie de la team, plus en détail, j'aimerais qu'on revienne, si possible, Noé, toi, est-ce que tu peux ressortir un moment, s'il y en avait un seul à ressortir de trail jusqu'à présent, là, qui te vient? Ouais, et ben alors du coup, je dirais Strandafjord de l'année dernière. On était parti une semaine du coup en Norvège là pour je sais plus quelle étape numéro c'était. Mais ouais, non, c'était une super course et pour moi, c'était ma première expérience du coup chez les grands, on va dire, et sur une course un peu d'un tel niveau. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'en garde des super souvenirs. Et non, ouais, c'était une super expérience. La forme était là et on a vécu un beau petit périple. C'était bien sympa, ouais. Très bien. Alors, c'était cette année. Ah oui, c'était 2022 et c'était la troisième étape de la troisième manche des Golden Trail World Series en Norvège. Et du coup, Noé fait top 20. Voilà. Ouais. En bataillant jusqu'à quasiment 3/4 de la course avec le top 12, top 10 à peu près, à quelques minutes. Et après, vu que j'avais fait une petite erreur un peu de gestion, j'ai fait tomber un gel et ça m'a payé un peu dans une partie de la course. Et bref, mais voilà, c'est l'apprentissage. T'as quel âge, Noé? 20 ans, il me semble? Ouais, 20 ans. Ouais, 20 ça, ans, d'accord. Top 20 sur un Golden Trail Series relevé, c'est chapeau, bravo. Élise, de ton côté, est-ce que tu peux ressortir, alors je sais que c'est pas toujours évident, désolé pour la question un peu piège, mais s'il y avait un moment à ressortir de ta carrière jusqu'à présent, ce serait lequel? Championnat du monde 2019 de course en montagne en Patagonie. Ouais. Du coup, on fait championne du monde par équipe déjà. Ouais. Grosse satisfaction collective parce que ça faisait 2 ans, on avait la même équipe avec Christelle Deval et Anaïs Sabrier. On est vraiment très très proches toutes les trois, donc truc de fou. Et après j'ai fait vice-championne du monde individuelle, truc de dingue. du coup voilà, c'est ouais, je sais pas, ça a été je pense la plus grosse surprise de ma carrière sportive.
clairement, sur le coup, ça a été le, ouais. Bon, a posteriori, j'essaie de plus me dire ça maintenant, mais un très, très gros hold-up. Parce que je m'y attendais pas du tout et parce que j'ai eu des sensations de fou et que c'est arrivé vraiment, vraiment. Alors, j'étais préparée, hein, bien sûr, je suis pas du tout allée là. Rassure-nous, parce qu'on croyait que tu étais allée comme ça au hasard. Non, mais même préparée, c'est, voilà, un championnat du monde de course en montagne, ça reste quand même hyper dense et, penser rien qu'à un top 10, c'est énorme. Donc, je me serais vraiment satisfaite de ça. Et puis, finalement, j'ai pris des gros risques sur cette course. Et voilà, j'ai fait un peu le trou en descente, comme d'habitude en descente. Et voilà, j'avais des jambes de feu, donc j'ai réussi à faire cette perf. C'était la course de ta vie. Ouais, non, vraiment, mais vraiment. Ouais. Cool. Thomas, toi de ton côté, si tu devais ressortir un événement, une course en trail? Alors, moi, ça va pas être un événement ou une course, ça va être une sensation. Ouais. En fait, moi, ce qui est le plus marquant pour moi et ce dont je suis le plus fier, c'est quand les gens de l'extérieur, que ce soit des partenaires, des personnes extérieures, des organisateurs de courses ou même des gens sur les réseaux sociaux, qui nous disent que avant d'être des super athlètes, c'est des super personnes. Mmh. Et en fait, si on devait résumer le team en une punchline, ça serait ça. C'est que avant d'être des super athlètes, c'est des super personnes et que les gens le ressentent. En fait, ça représente tout ce qu'on a voulu mettre en place avec Simon Gosselin dans l'objectif de monter une structure comme ça. Donc ouais, c'est ça, c'est cette sensation-là de se dire on est en phase avec ce qu'on veut faire, quoi, tout simplement. Très bien. Alors, j'ai volontairement fait appel à vous trois simultanément pour justement pas avoir cette interview en face-to-face avec toi, Thomas, pour parler de la team et ton point de vue. Et je voulais vraiment avoir deux profils différents aussi dans la team. Ça permet de donner une image d'ensemble, mais surtout aussi pour faire prendre conscience de moi ce qui m'avait marqué en regardant les vidéos que vous avez fait notamment avec Simon Duguay sur YouTube, etc. Dans la matrice notamment, de ce qui transparaît un petit peu des vidéos, de la vie qu'on a, de l'image qu'on a un petit peu de la Team Silas Matrix. C'est cette bienveillance entre vous, ce naturel qui transpire un petit peu de vos relations au sein de cette team. Et c'est pour ça donc j'ai souhaité faire un épisode à plusieurs pour qu'on puisse échanger assez librement les uns avec les autres. Thomas, est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de la création du team? Tu disais que tu étais le cofondateur avec Simon Gosselin. Pourquoi vous avez créé cette team? Par quel biais? Qui vous a aidé? Dans quel contexte? Pourquoi on a créé ce team? En fait, c'est l'histoire de deux jeunes, parce qu'on est jeunes, et ça c'est important, qui avaient une vision commune de la performance et du haut niveau, et qui étaient surtout alignés de manière humaine par rapport à la vision, et surtout complémentaires par rapport à nos capacités intellectuelles et nos domaines de compétences, nos champs de compétences. Avec la volonté, on va dire, finale et commune de faire de quelque chose de différent que ce qui existait actuellement et de le faire à notre sauce, à notre manière, donc de manière indépendante. Donc en fait, de là, on a travaillé un peu plus d'1 an et demi dans l'ombre à la fin de nos études, en dernière année de master pour tous les deux, pour monter au 1er janvier 2019 la structure Team Matrix à l'époque, parce qu'aujourd'hui en fait on est une structure indépendante de haut niveau pour le haut niveau. Alors, si on décorrèle un peu cette définition, pourquoi structure? C'est qu'en fait c'est le Team Silas Matrix, c'est pas juste des athlètes, c'est pas juste Simon et moi. En fait, c'est 3 pôles bien distincts. C'est un gros pôle de partenaires, donc 12 à majorité française et locale, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. 2 pôles d'athlètes, 10 en 2022, 13 peut-être 14 en 2023. Et ensuite, c'est un pôle staff avec aujourd'hui un manager, un entraîneur et responsable de la performance, un community manager, une préparatrice mentale, un diététicien et toutes des personnes qui gravitent de près ou de loin dans le bon fonctionnement du team. Kiné, ostéo, médecin, qui nous permettent
mettre l'athlète dans les meilleures dispositions possibles et dans un écosystème qui est pensé pour lui. D'accord, très bien. Très belle définition, on a bien compris la genèse. Comment vous le mettez en place au début? J'imagine que vous faites ça de manière un peu indépendante et puis après vous faites appel à des partenaires. Au tout début, vous avez combien d'athlètes? Et je reprécise à Élise et à Noé, s'ils veulent intervenir ou poser des questions complémentaires, n'hésitez pas. Alors on est de manière complètement indépendante parce qu'on a notre entité. Et de là, en fait, on vient démarcher des partenaires, recruter des athlètes et s'entourer des personnes qui sont les plus compétentes possibles et qui partagent la même vision commune de la performance et de haut niveau que nous. Donc c'est hyper intéressant parce que globalement, on a la main sur tout ce qu'on fait. Et qu'aujourd'hui, en fait, l'athlète, le rôle d'un athlète au sein du team Silas Matrix, c'est de faire du haut niveau. Donc, c'est d'être en phase avec sa démarche et de construire sa démarche et son projet de haut niveau. Et son but, c'est pas de vendre des chaussures ou de gagner des courses. Son but, c'est de construire son projet. Et ça, c'est essentiel pour nous parce que on a une notion qui est fondamentale au sein du team, c'est la performance responsable. Et en fait, c'est donner du sens à deux aspects bien distincts dans la performance et dans le haut niveau. C'est donner du sens à l'humain. Donc, ce sont des personnes avant tout, que ce soit les partenaires, que ce soit les athlètes, que ce soit le staff. C'est avant d'être une entreprise, avant d'être un athlète, avant d'être un entraîneur, un manager, un ostéo, un kiné, ce sont des personnes humaines avec des qualités, des défauts, des relations humaines, des choses à partager. Et un aspect aussi environnemental, ou du moins une responsabilité par rapport à ça, en se disant il faut qu'on donne du sens à nos actes. Donc, dans les choix des courses, dans les choix des transports, dans les choix de voyage, on essaie de prendre conscience d'eux, au moins, et de faire à notre échelle des choses qui peuvent avoir un impact direct sur notre terrain de jeu. Et ça, il ne faut pas l'oublier, qui est ultra fragile. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'on est les meilleurs et qu'on est irréprochable, ce qui est totalement faux. Mais en tout cas, on a conscience d'eux et on fait à notre échelle, en consultation avec chacun, ce qu'on peut. Et ce, de mieux en mieux chaque année. Très bien. Élise, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été approché, entre guillemets, par Thomas ou Simon et ce qui a ce qui t'a poussé à rejoindre la team? Alors moi, l'histoire avec le team commence pas depuis le début. Un peu quand même, parce que la première année où ils ont voulu monter le team, ils ont pris rendez-vous avec moi parce qu'ils voulaient m'avoir comme athlète cette première année. Donc tout de suite, quand j'ai eu le rendez-vous avec Thomas et Simon, c'est un projet qui me parlait déjà beaucoup, parce qu'à ce moment-là, j'avais un rapport un peu, je pense, un peu délicat. Je me sentais pas encore à même à rentrer au sein d'un team. Je me retrouvais pas trop dans les valeurs actuelles qu'il y avait à l'époque dans les teams de marque, etc. Donc, c'est un projet qui me parlait énormément. Finalement, j'ai pas accepté la proposition parce que j'en ai choisi une autre, à mon grand regret. Mais bon, 2 ans après, on en a reparlé. Et du coup, en fait, 2 ans après, voilà, on en a reparlé. Moi, de mon côté, je me suis posé beaucoup de questions sur ce qu'il me fallait dans mon projet sportif, ce dont j'avais besoin. Donc, j'avais besoin d'une structure autour de moi qui m'accompagne, parce que moi je fais du sport de haut niveau. C'est pas que pour moi que je le fais, c'est vraiment pour partager des moments et pour partager des émotions. Si c'est pour aller toute seule sur les courses, clairement aujourd'hui je pense que je ne le ferai pas. Donc c'était avoir un staff autour de moi, avoir des amis, un gros engagement environnemental. Donc pour moi c'était le team qui répondait le plus à ça. Et d'avoir cette cohésion. Donc, tout ce projet global, en fait, répondait vraiment à mes critères. Et donc, c'est ce pourquoi on a reparlé avec Thomas. Et on était assez alignés sur le sujet. Et à ce moment-là, il m'a proposé une nouvelle fois d'intégrer le team. Et c'est comme ça qu'on est parti sur une collaboration. Très bien. Une collaboration. Alors, je vais rajouter 2 anecdotes, parce que c'est quand même intéressant. Il faut aller gratter un peu les histoires. Voilà. La première, en fait, c'est qu'on avait vraiment la volonté d'avoir des athlètes féminines au sein du team. Donc, en fait, pendant la création du team, on avait du coup ciblé le profil d'Élise qui était
pour nous une des athlètes qui répondait le mieux à ce qu'on voulait faire, que ce soit humainement et sportivement. Donc, ça n'a pas fait la première année, mais c'est elle qui nous a mis en contact avec Anaïs Sabrier, derrière qui du coup, est encore au team Sidas Matrix et qui, grâce à elle aussi, le team a aujourd'hui cette crédibilité, cette légitimité au haut niveau. Et la deuxième anecdote, c'est à la base, on ne devait pas recruter Élise, on devait recruter une autre athlète féminine. Et il y a eu une situation qui a fait que on a arrêté la discussion avec cette athlète-là. Donc on avait dit on ne recrute pas d'autres athlètes. Et en fait, Élise, il y a eu un coup de téléphone. Il y a eu un coup de téléphone à la fin de l'année. Donc la fin de l'année, c'était 2020. Mais coup de téléphone, en plus, c'est rigolo parce que c'est un coup de téléphone qu'on devait avoir depuis quelques mois en plus. Mais je sais pas pourquoi, mais on l'a eu à ce moment-là, tu sais. Quand ça doit se faire. Voilà. Et c'était un coup de téléphone pour lui expliquer en plus, pour l'anecdote, ce pourquoi ça allait pas le faire. On avait choisi une autre athlète pour l'année 2021. Donc, tu vois, l'histoire est quand même dingue. Et en fait, au téléphone, donc quand on a eu ce rendez-vous téléphonique, en fait, moi, j'ai pris une claque. Et je me suis dit, en fait, mais il y a tout pour faire. En fait, elle a défoncé tous nos arguments, enfin, en tout cas, toutes nos pensées. On avait un peu des œillères sur ce qu'on voulait pour l'année d'après. Et en fait, elle a tout balancé d'un gros coup de pied, comme elle sait bien faire. Elle a mis ses grosses bottines au milieu, avec son tact naturel. Et en fait, je suis sorti de ce coup de téléphone et j'ai dit, mais en fait, on est trop con. On a la personne qu'il nous faut pour l'année prochaine. Et derrière, c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà. Donc, Élise est toujours avec nous et fait partie maintenant des piliers du team, que ce soit sportivement, humainement. Donc, tu vois, quand l'histoire. Merci pour l'anecdote. Un gros caractère, Élise, donc. Non, attends. Noé, de ton côté, explique-nous un petit peu les circonstances qui t'ont amené à rejoindre la team. Alors du coup moi c'était un poil plus simple quand même. C'est Thomas du coup qui m'a envoyé un petit message via les réseaux sociaux et du coup il m'a proposé il m'a demandé si ça m'intéressait et tout et moi déjà je connaissais un peu, c'était la deuxième année que le team allait être en route. Je connaissais un peu à travers un peu sur les courses et tout, j'avais déjà vu et du coup je veux dire ça me faisait déjà envie et rêver quoi, j'avais déjà vu un peu le groupe et je me suis dit ça doit être top et tout. Et donc, il m'a proposé qu'on se rencontre à Albertville avec Simon, qui serait le futur coach. Et du coup, on a discuté et tout. Et après, à la suite de ce petit entretien, on a dit, est-ce qu'on n'essayerait pas? Et moi, j'ai dit, moi, c'est avec plaisir. Tu vois, le team, ça représente, comme tu disais, c'est un groupe bienveillant, tout le monde s'entraide et il y a des valeurs qui sont quand même très fortes. Et puis après, pour progresser et pour se développer en tant qu'athlète, c'est sûr que c'est le top. Quand on a tout un staff derrière nous, avec un entraîneur qui est aux petits oignons, un team manager qui s'occupe de nous sur les courses, et après, un staff derrière, c'est quand même le top. Ouais. Tu connaissais avant ça la team Sidas Matrix ou pas du tout? Oui, du coup, je suis arrivé la deuxième année, j'avais vu sur la première année. Du coup, je les voyais déjà sur les courses avec les crocs. Très bien, très bien. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la manière... Alors, est-ce que déjà les places sont limitées dans le team? Et est-ce que tu peux nous dire comment sont repérés les athlètes? Est-ce que vous avez... c'est du feeling ou voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, nous, on dit le team, mais tu as le droit de dire la team. Pour le coup, ça, c'est deux écoles différentes. Je suis né en 82, moi, c'est pour ça que je dis la team. Moi, je dis le team aussi. Ouais, nous je sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens disent la team aussi. Donc mais bon. Alors, les processus de sélection, alors c'est marrant parce que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent et de manière hyper régulière. Comment on sélectionne les athlètes? Comment on en vient à les contacter pour essayer de les recruter? Déjà en fait pour moi la clé c'est le terrain, c'est d'être là au bon moment au bon endroit sur toute l'année, sur le maximum de distance, que ce soit la course de montagne, le trail court, le trail long, l'ultra. Déjà c'est là la première des clés, c'est de comprendre l'affinité,
comprendre la personne avant de comprendre l'athlète et de savoir avec qui on peut construire un beau projet. Parce que c'est ça en fait qu'on fait. On construit des beaux projets en collaboration avec des athlètes. Et ensuite, c'est énormément de temps passé pour suivre, voir, discuter, comprendre, analyser à la fois l'humain, à la fois les performances, à la fois le potentiel physique. Et c'est d'autant plus crucial qu'aujourd'hui, on a des places limitées. On estime que pour faire du haut niveau et demain du très haut niveau, on doit avoir un groupe qui soit réduit pour avoir le maximum de temps possible pour chaque athlète, même si c'est compliqué parfois avec toutes les sollicitations et ça de manière grandissante. Donc aujourd'hui, on était 10. L'année prochaine, on se structure en staff, donc on sera 13 voire 14. Aujourd'hui, on ne sera pas plus de 15 sous les 3 années à venir au sein du team Sidas Matrix, dans l'idée. Donc ça, on limite vraiment pour faire du haut niveau. Et ensuite, c'est ça. C'est d'abord comprendre l'athlète, comprendre comment nous, on voit le team. Parce qu'on a des visions à 3 et 5 ans grâce à nos partenaires qui signent des contrats à longue durée. Donc ça nous permet vraiment d'avoir de la stabilité, une vraie vision sur plusieurs années et de se dire, OK, comment on veut arriver, quel est l'objectif en 2024, quel est l'objectif en 2026. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on amène en termes d'athlètes et d'humains pour arriver à ces objectifs-là? Et comment est-ce qu'on peut créer non pas la meilleure somme d'individualité possible, mais la meilleure équipe possible. Qu'elle soit complémentaire en termes de profil physique, complémentaire en termes d'âge, complémentaire en termes de profil donc psychologique, d'état d'esprit. Et comment surtout en fait on arrive à créer une vraie force collective qui se dégage et que n'importe où on va et que quand on parle à n'importe qui, que les gens sentent qu'en fait ils sont pas tout seuls, que nous on n'est pas tout seuls, que eux soient pas tout seuls et que les partenaires soient pas tout seuls, que c'est vraiment un projet global, un projet construit en collaboration avec les athlètes, mais que ce soit pas fait tout seul et qu'on arrive à faire émerger cette force collective où quand c'est sur une course ils disent oh non putain péché, ils sont là quoi. Voilà, c'est ça en fait l'objectif. Oh non putain ils sont là. C'est pas il est là ou elle est là. Il est là du Team Matrix mais ils sont là. D'accord. Voilà. Très bien. Élise, toi qui as l'expérience d'un team différent du team Sidas Matrix, qu'est-ce que tu retrouves dans le team Sidas Matrix qu'il n'y avait pas dans le précédent et qu'est-ce que t'avais dans le précédent que t'as pas dans le team Sidas Matrix? Je suis un peu vache. Ouais. Non, il n'y a pas grand-chose à retenir du précédent team en toute honnêteté. À part des gens qui étaient hyper cool, l'équipe qui était vraiment top, hein, clairement. C'était des amis en plus de base, donc c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais choisi ce team à cette époque-là. Ouais. Non, moi ce que j'aime là aujourd'hui dans le team Matrix, c'est que moi j'ai le même âge que Simon et Thomas, donc c'est assez rigolo parce que voilà, on est tous les trois jeunes et on se construit d'une certaine manière, moi en tant qu'athlète, eux professionnellement. Et ce que je retiens vraiment des 2-3 ans qu'on a fait ensemble, c'est que s'il y a des choses qui ne vont pas ou qui fonctionnent pas ou qu'on a ajusté ou quoi que ce soit pour moi m'aider à performer, on en discute et il y a de la remise en question. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout. Donc il y a beaucoup de dialogue et voilà donc. Moi, c'est une chose qui est hyper importante, qu'il y ait de la franchise, de la remise en question et qu'on sache parfois mettre nos égos de côté si besoin il y a. Et ça, pour le coup, tu le retrouves que dans un team comme ça parce que c'est un projet qui est commun. C'est un projet qui est hyper hédoniste, qui est pas du tout égocentré que sur une personne. On fonctionne tous ensemble, donc ils mettent tout en place pour que on réussisse dans nos projets. On a chacun des projets perso, mais que ce soit un projet global quand même. Enfin voilà, on se tire tous les uns. C'est un projet collectif qui va nous pousser à être les meilleurs individuellement, si tu veux. Donc ça, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas pour moi, c'est vraiment le team qui correspond à ce critère-là. Très bien, Élise, parfait. Noé, qu'est-ce que t'apporte le Team Matrix d'un point de vue général dans ta pratique du trail notamment? Et du coup, moi, quelque chose à retenir?
Bah, du coup, moi, c'est ma première expérience du coup, dans un team. Et c'est vraiment du coup l'écoute que du coup Thomas et Simon ils ont en fait. Dès que, comme disait Elise, si on a un petit souci ou c'est tout de suite ajusté rapidement. Et c'est aussi c'est que c'est vachement la relation est vachement proche en fait. On discute pas à quelqu'un qui est derrière un ordinateur et qui en fait qui nous connaît pas et qui va nous dire des trucs qui vont pas forcément avoir un impact sur nous et du coup ça c'est quand même cool que du coup nous on passe du temps quand même souvent avec Thomas et Simon, du coup ils peuvent cerner un peu nos besoins et nos problèmes et donc ouais la capacité d'écoute et d'adaptabilité, ça c'est vraiment top. Et aussi, c'est que du coup, là, il y a vraiment, on est 10 athlètes et on tire chacun toutes les petites choses d'un peu tout le monde. Moi, personnellement, j'apprends quand même vachement de choses des autres. Parce qu'en étant un des plus jeunes, j'ai pas forcément encore toute l'expérience d'un athlète confirmé. Et du coup, de regarder un peu comment des personnes comme Anthony, Élise se préparent ou règlent un peu leur gestion de course, ça, c'est super. Très bien. Très clair, très clair. Intéressant. Thomas, pourquoi tu as répondu un petit peu tout à l'heure, mais clairement, pourquoi tu as choisi de monter une team d'athlètes élite? C'était quoi? Alors, on a compris ton aversion pour... ton envie comment dire, ton intérêt très fort pour la performance de manière générale, mais pour quelle raison un peu plus concrète c'est une team d'athlètes élites que tu as voulu monter, que vous avez voulu monter avec Simon? Avec Simon. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de faire quelque chose de différent. En fait, à l'heure actuelle et jusqu'à maintenant, grossièrement, les athlètes c'était très simple, c'est-à-dire qu'ils avaient un sponsor ou plusieurs sponsors qui leur donnaient du financier, du matériel, et où il y avait très peu de relations humaines, voire pas du tout. Et l'athlète devait se gérer de manière individuelle sur tous les aspects. L'entraînement, la logistique, les déplacements, les compétitions, les remises en question, les doutes, etc. Et en fait, de par nos expériences personnelles avec Simon, que ce soit Simon dans le monde du vélo et moi dans le monde du ski alpin, on a grandi dans des sports individuels pratiqués en équipe. Et plus structurés. Et c'est là, en fait, et structurés. Donc, c'est vraiment ça, c'est sport individuel dans une dimension collective. Et en fait, nous, on voit la performance, ou en tout cas, on voit la performance et l'épanouissement final que comme ça. Parce qu'aujourd'hui, un athlète qui va gagner l'UTMB, et Kylian, je me rappelle d'une phrase assez forte de Kylian dans un épisode, il avait dit... C'était pas dans un épisode du LTP, hein? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il est jamais passé. Pas encore. Ça m'avait marqué parce qu'il avait dit en fait, finalement, le plus heureux, c'est pas celui qui gagne l'UTMB, en fait. C'est celui qui franchit la ligne avec les larmes aux yeux. Et ça m'avait marqué parce que l'objectif, c'est pas de gagner à tout prix, parce qu'en fait, ça apporte rien. Les gens se rappelleront de qui a gagné, mais qu'est-ce que l'athlète, qu'est-ce que les personnes, l'entourage vont se rappeler de ça? C'est tout le chemin qu'ils auront fait avec lui ou elle. Et c'est ça qui a vraiment de la force. Donc, essayons de donner du sens au chemin qu'il y a à parcourir pour aller gagner, parce que l'objectif, c'est de faire du haut niveau, donc c'est de gagner. Mais allons-y différemment. Allons-y pas à tout prix pour gagner. Allons-y comme une condition sine qua non de si on fait les choses bien. Donc bien, ça veut dire bien en termes de rigueur, en termes d'entraînement physique, et bien aussi en termes d'épanouissement. Donc ça veut dire de l'écoute, de l'adaptation, de l'individualisation pour chaque athlète, pour qu'en fait l'athlète soit épanoui. Et si un athlète est épanoui, si dans la tronche il est bien, c'est là où derrière il ira claquer des énormes performances, parce qu'il sera prêt, parce qu'il voudra et parce qu'il saura le sens d'un podium, d'une victoire, d'un top 5, d'un top 10, et ce que ça représente. Et c'est là où l'aspect mental il est hyper important, et c'est ce pourquoi on a intégré Anne Fourier dans l'encadrement du staff dès cette année de manière plus présente, parce que c'était un levier qui est encore sous-estimé et sous-développé, mais qui est essentiel. Très bien. Et sur lesquels on était moins compétents aussi.
Mhm. Donc une évolution, une adaptation aussi en fonction. Est-ce que le fait d'avoir on en parlera un petit peu plus tard, mais est-ce que le fait d'avoir des athlètes d'un âge assez peu élevé, on va dire, vous aussi vous remet en question sur vos considérations, alors c'est que vous êtes pas vieux vous non plus, mais est-ce que le fait d'avoir des athlètes très jeunes, vous aussi, vous permet d'avoir une certaine fraîcheur dans votre analyse et dans vos réflexions? En fait, c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est qu'aujourd'hui, on fait quelque chose qui nous ressemble, ou du moins qu'on essaye, on a essayé de monter un projet qui puisse en fait retranscrire nos valeurs profondes et communes avec Simon. Et en fait, Élise, elle a assez bien résumé, c'est qu'aujourd'hui, on co-construit quelque chose avec eux. Et aujourd'hui, si à 28 ans, j'estime avoir la science infuse et tout savoir sur tout, en fait, je me planterais et je pense que le team ne serait pas là. Et c'est la même chose pour Simon. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, comme c'est notre projet, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que s'il y a une erreur, d'une, les athlètes, ils vont plus croire dans le projet, ou ils vont être déçus, donc ils vont partir. Et les partenaires, ils ne suivront plus dans cette aventure. Donc, si tu ne te remets pas en question de manière perpétuelle et tous les jours, en fait, tu es mort. Parce que tu vas droit dans le mur. Après, on sait évidemment qu'on a des grosses forces, on a des limites, notamment sur l'aspect financier. C'est qu'on est une toute petite structure qui a que 4 ans. Par contre, on sait où on va. Et on sait avec qui on y va. Et on sait comment on y va. Et ça, c'est différent. Parce que aujourd'hui, mais demain, ça sera encore mieux. Et après-demain, ça sera encore mieux. Et après-demain, ça sera encore mieux. Et ça, on le sait. Et ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, tu parles de Team Elite. Je vais mettre juste une petite distinction. Team Elite, oui, mais pas que. Aujourd'hui, le projet a d'abord été pensé pour être un organisme de formation. Et ensuite, le Team Elite est venu se greffer à partir du moment où on avait la sérénité, la viabilité du projet qui était créé grâce à cette formation. L'objectif, c'est de former des talents et des personnes, mais aussi de les accompagner dans un projet de très haut niveau. Et ça, c'est important. Très bien. Puisque tu parles de formation, on pense aussi forcément au coaching, à l'accompagnement sportif. Élise, est-ce que tu peux nous dire qui t'accompagne? Est-ce que est-ce que Simon est le coach de tous les athlètes du team? Est-ce que tu peux nous préciser ces aspects-là? Ouais, du coup, Simon, depuis 2 ans maintenant. Depuis que j'ai intégré le team et non, super collaboration. Je crois qu'il coach tout le monde juste dans le team, il me semble. Maintenant, ouais, non, super collaboration. Déjà d'un point de vue juste humain, très cool de travailler avec lui parce qu'il adapte énormément. C'est de l'ultra personnalisé, vraiment, vraiment, vraiment. Puis il est très disponible, donc. Le moindre problème, c'est quelqu'un d'hyper disponible, de très passionné par ce qu'il fait aussi. Donc, c'est très agréable de collaborer avec lui. Et voilà, je pense que il habite aussi dans le village dans lequel je vis. Donc, ça facilite beaucoup les échanges. Et puis, la particularité de Simon, c'est que voilà, il prend vraiment l'athlète dans sa globalité. Il essaie de vraiment comprendre tout notre écosystème qu'on a à côté, donc que ce soit professionnel, personnel. Et ça, c'est hyper important. Donc, pareil, la dimension épanouissement personnel, il en tient compte. Et il essaye je pense qu'il adapte beaucoup, mais il essaye aussi de nous rendre vraiment autonomes, mais pas par, voilà, il va essayer de nous rendre autonomes en nous faisant comprendre les choses, dans le sens où, voilà, c'est notre projet. Si tu le fais pas, tant pis pour toi, clairement, quoi. En vous responsabilisant aussi, quoi. Ouais, complet. Il nous responsabilise et ça, je trouve ça hyper fort de sa part parce qu'il a pas non plus, un gros passif derrière lui. Pareil, il est encore jeune, quoi. Donc, il a déjà compris ça, donc c'est énorme. Et voilà. Donc, moi, ça se passe vraiment très, très bien. Et puis, il est aussi, du coup, il peut aussi nous coacher sur la partie hivernale. Donc, pour ceux qui font du cross, pour ceux qui font, du ski alpi, etc. Donc, c'est hyper complémentaire parce qu'on a vraiment un suivi sur l'année et ouais, c'est top. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose, je crois? Non, c'était plutôt Noé qui disait le village, il habite plus dans le même village. Il habite plus à Saint-Gervais. Il va y revenir, t'inquiète pas. Ouais, mais tu vois, il préfère la Savoie à Riche-Beaufort. Cool. Franchement, on parie l'année prochaine, il revient. Noé, pareil pour toi, un petit retour sur l'accompagnement sportif de Simon?
Bah, du coup, c'est tout pareil qu'Élise. C'est Simon qui m'entraîne été-hiver. Et ça va faire du coup 3 ans là, qu'il m'entraîne. Et bah, pareil, Simon, c'est une oreille, il nous écoute tout le temps. Dès qu'on a un souci, on lui envoie un petit message. Il nous répond dans l'heure qui arrive. Il s'adapte super bien à nous. Si on ne peut pas faire une séance, direct, il va nous la remplacer. Il vous amène plus dur? Ouais, plus dur ou plus facile. Non, mais du coup, c'est top. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut partager des séances avec lui parce que du coup, vu qu'il a aussi un sacré moteur. Ouais, il touche sa bille. Il fait 4e au Templier, juste pour info, cette année. Oui, du coup, ouais. Voilà, donc c'est cool aussi pour nous de faire des séances avec lui parce que ça nous tire un peu. Cool, parfait. Et puis, c'est bien de lui demander des conseils pour les filles aussi. Non. Ouais, mais ça restera hors podcast. Ça. C'est dans la boîte. Une très grande force sociale. Ouais. On peut lui raconter tout ce qu'on veut. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, vous parlez souvent d'indépendance dans le team. Vous êtes une team indépendante, donc on a bien compris, c'est un peu l'ADN de votre projet, mais malgré tout, c'est une team qui est basée sur des partenaires dont tu parlais tout à l'heure, ils sont une quinzaine, je crois. Il y en a 2 principaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette relation ? Alors, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais qu'est-ce que les partenaires vous ont apporté pour développer ce projet-là, et puis qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Alors, comme tu l'as bien dit, aujourd'hui, on est une structure qui est indépendante, mais sans les partenaires, on n'existerait pas. Donc ça, c'est essentiel de le mentionner, parce que sans eux, l'aventure n'existerait pas. Donc, avant tout, c'est des personnes, des hommes et des femmes qui ont cru dans notre projet, et j'aimerais les remercier pour ça. Parce que on pense que derrière des grosses entreprises, il n'y a pas de prise de risque des fois, ou qui se cache derrière un nom ou quelque chose comme ça. Mais non, en fait, c'est des personnes qui croient ou pas dans les projets, et ça, on s'en rend parfois pas assez compte. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on existe en tant que Team Sidas Matrix, et non Team Sidas Matrix by Sidas, by Matrix, by Millet, by Polar, by Julbo ou by un partenaire. Ce qui veut dire que c'est une collaboration de tous les jours sur qu'est-ce que les athlètes ont besoin, qu'est-ce que la structure a besoin, qu'est-ce que la structure veut, et comment on peut collaborer ensemble. Et la notion de collaboration, elle est aussi essentielle, c'est que ce n'est pas les sponsors, ce sont des partenaires, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Il n'y a aucun partenaire actuel qui nous donne du financier et du matériel sans qu'il y ait derrière des discussions profondes, des échanges sur les activations qu'on peut faire ensemble, sur les besoins des athlètes, etc. C'est qu'aujourd'hui, chaque partenaire amène une pierre essentielle à ce gros cairn, qui est le Team Sidas Matrix. Et sans ces pierres-là, le projet n'existerait pas. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de faire vivre une aventure à ses partenaires. Avant tout, c'est ça. C'est de leur faire vivre quelque chose, d'écrire une histoire avec eux. Et ensuite, c'est comment rendre belle, lisse, belle, instagrammable, visible, cette histoire, cette belle aventure. Tu vois, comment est-ce que on peut la sublimer via des leviers, que ce soit la performance, que ce soit des séminaires, que ce soit de la visibilité, de la communication, pour qu'on en tire tous un sens derrière ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on a 12 partenaires, et aujourd'hui, on a la volonté de travailler de la manière la plus poussée et la plus proche possible de partenaires français et locaux. Donc aujourd'hui, sur les 12, il y en avait 11 qui étaient français et locaux. Et ça, c'est une vraie fierté, une vraie réussite aussi dans nos choix, parce que c'est un parti pris. Et ça marche. Très bien. Pardon. Tu parlais de visibilité, de communication. Je précise quand même que l'épisode qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui est absolument dénué de tout rapports commerciaux entre nous. C'est vraiment la volonté de cet épisode, c'est de comprendre un petit peu le fonctionnement d'un team moderne et ce que vous représentez aujourd'hui de très haut niveau. Donc voilà, je réaffirme avec force que cet épisode n'est pas sponsorisé. Donc voilà, au moins c'est très clair. Élise, je vais te poser une question. Je suis désolé, c'est pas bien de faire ça, mais je vais le faire quand même. Vu que le team Sidas Matrix est un team revendiqué jeune, est-ce que tu te sens en danger vu que tu es né en 95 ?
horrible. Eh bien, écoute, jusqu'à il y a un mois, ça allait. 26, ça allait encore. 27, j'avoue que... Tu commences à trembler là, non? Ouais, regarde. Mais ça, je suis pas la plus vieille du team. C'est vrai? Mais... C'est Baptiste, non? Ouais, c'est Baptiste. Et Anaïs. Et après moi. Allez, blague mise à part, c'est vrai que cet aspect est important chez vous. Voilà, est-ce que tu peux donner ton point de vue, Élise, sur voilà, Noé en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le partage et le fait que vous transmettez aux jeunes, mais ta position en tant qu'une athlète un peu plus âgée. Ouais, alors moi je vais pas leur donner des gros conseils sur l'entraînement pur parce que j'ai pas de grosses connaissances là-dessus. J'avoue que j'ai tellement confiance en mon coach que je lui laisse cette part et c'est pas là-dessus que je vais essayer de les aider, les jeunes. Je pense que ce sera plutôt sur des choix de vie, des choses que j'ai pu vivre moi à certaines époques. Et c'est plutôt les aiguiller sur de l'épanouissement personnel à côté, des choix de vie, ce qui sera bien de faire avant, pendant, après. Et c'est plus là-dessus, j'ai envie de leur apporter quelque chose, ouais. Très bien. Thomas, je reviens vers toi. Désolé Noé. Sur cet aspect d'âge, j'ai dit ça sur le ton de la plaisanterie tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi un vrai sujet par moment, cette notion d'âge. Quelle est votre position? Vous voulez vraiment vous positionner sur des athlètes qui sont très jeunes ou vous souhaitez les accompagner au long cours? Alors, encore une fois, il y a une distinction à faire. Il y a un aspect formation. Donc là, qui va être renforcé en 2023 avec un gros projet qui va voir le jour fin janvier 2023, avec vraiment pousser encore plus sur l'aspect formation, donc d'avoir des jeunes, là on peut le dire, à accompagner dans tous les sens du terme entre 18 et 22 ans. Et après, il y aura une distinction sur l'aspect team, où là en fait, le mot jeune, pour moi, il n'a pas beaucoup de résonance dans le sens où, en fait, c'est pas un qualificatif. Moi, je me dis pas, tiens, c'est bien, elle est jeune, donc je vais la prendre ou je vais le prendre. Non, en fait, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, avant tout, je veux bosser avec des personnes avec qui je sais que ça va matcher, avec qui il va y avoir un feeling et avec qui je vais avoir du plaisir. Et que je me dise, ouais, en fait, malgré tout, c'est notre projet, c'est mon projet. Et j'ai choisi, enfin, on a pris des risques quand on était jeune, plus jeune en tout cas, pour monter un projet qui nous ressemble. Et aujourd'hui, en fait, pas me lever le matin en me disant mince, il faut que j'aille travailler. Non. C'est un métier de passion qui nous amène des émotions incroyables. Et c'est ça qu'on veut vivre, en fait. C'est ça tout l'enjeu du projet et du team. Donc aujourd'hui, jeune, c'est plutôt une conséquence de personnes qui partageaient la même philosophie que nous et sur lesquelles on pouvait apporter quelque chose. Parce que l'objectif, c'est d'apporter quelque chose. Donc si demain, quelqu'un de 35, 40, 45, voire 50 ans coche les cases qu'on veut cocher et peut apporter quelque chose à la structure, ce sera un aucun souci et ça va venir. Moi, j'ai encore ma chance, alors ça va. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout un argument. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas du tout un argument qu'on met en avant. C'est une conséquence de, ok, bah oui, on est jeune. Mais au final, est-ce qu'on dit de Kylian Mbappé qu'il est jeune ou est-ce qu'on dit qu'il est très performant? Je sais pas qui c'est Kylian Mbappé. J'en connais qu'un de Kylian, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit de Johannes Klebe en ski de fond? Tu vois, c'est qu'est-ce qu'on dit d'eux? Bah, c'est qu'ils sont performants. Est-ce qu'ils sont épanouis? Est-ce qu'ils sont performants? Et en plus, ils sont jeunes. Ouais, et en plus, ils sont jeunes. Mais ça ne va pas. Ah, regarde, ils sont jeunes. Non, ça ne veut rien dire, en fait, ils sont jeunes. Ça veut dire quoi, jeune? Ça veut dire quoi, jeune? C'est un âge, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, ça ne veut rien dire, en fait, finalement. Je te posais la question quand même parce que j'insiste un peu sur ce point-là, parce que c'est vrai que je l'ai vu à de nombreuses reprises sur des communications, parfois même sur le site, cet aspect-là mis en avant. C'est pour ça aussi que je me permettais d'insister un peu sur ce point-là. Et c'est pour ça que je distingue bien les deux. Il y a l'aspect formation, où là, c'est vraiment accompagner et aider des jeunes. Là, c'est le cas. Donc, des jeunes athlètes de moins de 22 ans, entre 18 et 22 ans, dans leur projet, leur démarche de haut niveau. Et après, il y a accompagner ces profils-là ou d'autres profils dans leur démarche de très haut niveau.
Donc, tu vois, c'est pour ça, encore une fois, que oui, c'est partie prenante de votre projet, mais sur l'aspect formation. D'accord. Très bien. Vas-y, Élise, je t'en prie. Je vais juste ajouter quelque chose. Ouais, effectivement, la dimension de jeune ou pas jeune, je trouve que elle a encore moins de sens dans le trail parce qu'on est, voilà, c'est pas super structuré, donc on peut choisir de faire du haut niveau en fait, le déclic du haut niveau, il peut vraiment arriver à des âges hyper différents selon les athlètes. Il peut arriver comme Nono, champion du monde junior à 19 ans. Ok, il fait du haut niveau déjà à 19 ans et donc quelques années avant, parce que pour devenir champion du monde, t'en fais avant du haut niveau, forcément. Et moi ou d'autres, un Baptiste Chassagne. Moi, à 22 ans, je me suis dit, tiens, allez, j'ai les capacités de faire du haut niveau, je vais le faire, mais ça n'est pas arrivé avant. Baptiste Chassagne aussi. Donc voilà, cette dimension de haut niveau, enfin d'âge, elle a pas de, ouais, effectivement, elle a pas d'âge en fait, elle a pas de date quoi. Surtout dans une discipline qui est le trail et qui aussi peut faire la part belle en fonction du format de course à des capacités à des personnes qui sont un peu plus âgées, donc ça c'est clair. Ça c'est clair, je suis bien d'accord avec vous. Noé, j'aimerais bien te solliciter sur un point. Quand tu es arrivé sur le Golden Trail Series, là, c'était pas Tromso, c'était Stranda, ouais. Ouais, Stranda. T'as senti que dans les yeux de ceux qui t'entouraient sur place, là, le fait d'être du team Matrix, pardon, c'était un peu un poids supplémentaire, pas un poids, mais comment dire, une responsabilité un peu en termes de performance. Ben, déjà, pas que sur les Golden. Je veux dire, dès que tu portes le maillot Matrix, c'est pas un poids, mais tu te dis, je vais pas me louper, quoi. Genre, parce qu'on n'a pas envie de décevoir, quoi. Ça a une certaine, je sais pas comment dire, mais quand tu portes ce maillot, je veux dire, c'est un gage un peu de, pas de qualité, mais voilà, quoi, en sorte. Et du ça coup, te met une pression supplémentaire? Plus maintenant, non. Non, ça met pas de pression, parce que de toute façon, tu t'en mets naturellement, donc de la pression quand tu pars à une course. C'est sûr que voilà, j'ai pas envie de décevoir Simon et Thomas, et que voilà. Mais sur Astranda, moi, j'avais pas forcément de pression parce que c'était ma première course, du coup, avec des élites. Et du coup, j'avais envie de faire du mieux que possible, et donc je me suis pas mis trop de pression, et je pense que ça marche mieux comme ça quand on se prend pas la tête. Très bien. Thomas, est-ce que tu peux poursuivre un petit peu sur cet aspect de qu'est-ce que vous... alors je pense connaître la réponse, mais qu'est-ce que vous attendez de vos athlètes? Est-ce que vous leur mettez des objectifs précis? Est-ce que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, quelque chose de construit un peu sur le modèle un peu plus liberté? Ou est-ce que vous avez vraiment des jalons à respecter, à faire respecter à vos athlètes? Alors, voilà, il y a deux choses. Qu'est-ce qu'on attend d'un athlète? C'est qu'il y a deux choses. D'une qui est la banane quand il vient en stage, quand on est sur une compétition, ou de porter ce maillot, parce que comme Noé l'a dit, c'est un maillot, c'est pas un t-shirt, c'est pas une tenue, c'est un maillot d'équipe. Et ça fait aussi toute la différence. C'est que ce maillot il est unique, et que en tout cas j'espère qu'on est tous fiers de le porter le plus haut possible. Donc nous, ce qu'on attend, c'est ça, c'est qu'ils aient la banane, qu'ils soient épanouis, qu'ils soient heureux, qu'ils soient investis à la fois dans leur projet, mais aussi dans le projet du team. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, en termes de performance, là, c'est complètement différent, c'est que c'est co-construit avec l'athlète. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'attente de résultat. Nous, on a une attente sur la démarche. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour performer? Et après, c'est être en phase avec l'athlète en fonction de son état de forme, de ses qualités, de la course, des conditions, de ce qu'on va essayer de jouer, la stratégie adoptée pour faire la meilleure course possible. Mais globalement, il n'y a aucune contrainte, ou il n'y a aucune ligne dans les contrats qui stipule de faire tel ou tel résultat. C'est pour ça que, par exemple, on n'a pas de prime. On ne met pas de système de prime à la performance. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas encourager la performance à tout prix. On veut encourager le process dans lequel ils vont se mettre pour performer. Et ça change tout. Donc, au final, c'est pas courir pour de l'argent. C'est de courir pour eux, trouver du sens dans ce qu'ils font. Et derrière, s'ils ont trouvé du sens, c'est là que derrière, ils pourront être semi-pro et demain professionnels. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir avoir des athlètes, en tout cas de professionnaliser à 100% en tant que Team Silas Matrix des athlètes. Ça va venir,
Et pour l'instant, on n'est pas capable. Donc aujourd'hui, je te coupe Thomas, mais aujourd'hui, ce que vous proposez à vos athlètes, c'est pas des contrats, ils sont pas professionnels, ils peuvent pas vivre de leur pratique. Non. Ils peuvent en vivre en partie, ils peuvent pas en vivre à l'année. Donc D'accord. après, il y a des profils qui veulent pousser des doubles projets, Baptiste Chassagne, Anaïs Sabrier, et d'autres profils qui se lancent pour être professionnels et du coup de mettre tout en place pour être le plus performant possible, comme Élise, qui a fait le choix du coup cette année dès cet été de quitter sa grosse activité professionnelle pour la décupler en plusieurs pôles d'activité professionnelle et de dégager le plus de temps possible à ses pratiques. Élise, tu peux préciser cet aspect, si tu veux bien, sur cet aspect de focaliser ta vie sur cet aspect sportif? Oui, alors j'ai jamais cherché à tout prix à être athlète professionnel. D'ailleurs, c'est un truc, je pense que je refusais un peu déjà d'assumer. Et puis voilà, le double projet pour moi, ça avait vraiment du sens. J'avais fait des études, je bossais, ça allait bien. Et au final, voilà, à mesure de me rendre compte que voilà, la densité aussi de notre sport évolue, que j'ai la possibilité, en fait, voilà, c'est juste des opportunités. J'ai eu l'opportunité il y a quelques mois de pouvoir envisager de vivre du trail. Donc du coup, je l'ai saisi parce que j'ai envie de progresser, mais aussi parce que j'ai un autre projet pro à côté. Donc c'est quand même un double projet professionnel sur lequel j'avais besoin de temps et j'avais besoin d'évoluer en montagne aussi, parce que j'aimerais bien passer ma liste pour aller au diplôme du guide de haute montagne. Ouais, j'allais dire, t'es accompagnatrice de moyenne montagne ou guide de haute montagne, je crois, c'est ça? Tu veux l'être? Non, voilà, ouais, je fais ma liste pour aller au probatoire, donc c'est l'examen d'entrée en formation du diplôme de guide de haute montagne. Et cette liste, elle prend vraiment du temps. Donc, si j'y arrive bien en 2 ans, ça se fait. Mais voilà, j'avais aussi besoin de temps. Et vu que c'est, pour moi, je trouve très complémentaire de ma pratique aujourd'hui, l'objectif, c'était ça. C'était pousser et performer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans, je suis dans le... Enfin, clairement, c'est maintenant que ça se joue. Hein. C'est pas à 36 ans, à 35 ans que qu'il faut que je m'y mette. Et j'ai pas envie d'avoir des regrets là-dessus. Si je dois le faire, c'est maintenant et c'est à fond et on y va. Mais j'ai quand même vraiment l'aspect pro à côté. Je suis aussi pompier volontaire, c'est un gros aspect aussi de ma vie actuellement. Voilà, j'essaye de quand même tout combiner parce que j'oublie pas le reste et parce que je suis quand même passionnée de plein d'autres trucs à côté et j'ai besoin de cet équilibre où je mets plusieurs projets de front. Très bien. Thomas, ton point de vue sur la vision qu'ont... alors, c'est très récent en fait, le team. Comment tu as vu changer un petit peu le regard que les autres teams, que le monde du trail de manière générale a sur vous aujourd'hui? J'ai l'impression que vous êtes un peu considéré comme le team qui fait peur là dès que vous arrivez. On vous craint un peu. Comment tu te sens considéré avec Simon? Vous vous sentez considéré aujourd'hui dans ce milieu-là? En fait, j'en sais rien parce que ça m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas parce que aujourd'hui, le but c'est pas d'être craint. Le but c'est de comprendre comment on peut l'être. Mais est-ce que le fait d'être craint, c'est pas aussi un gage de réussite pour vous? Alors craint mais aimé. Mais oui, évidemment, comme tu dis, l'objectif c'est ça, c'est d'être craint mais aimé. C'est-à-dire être craint, ça veut dire être crédible et légitime par la performance. Et aimer, ça veut dire que ce qu'on dégage peut plaire aux personnes qui nous sont importantes. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas d'être craint. L'objectif, c'est qu'on arrive à faire la meilleure chose possible, ou les meilleures choses possibles, avec chacune des composantes de la structure Sidas Matrix, que ce soit les athlètes, les partenaires et les personnes du staff. Et si on fait bien notre job, tous, et qu'on le fait ensemble, c'est là où derrière on pourra dire qu'on est craint ou pas. Mais encore une fois, vas-y Elise, pardon. Vas-y Elise. Je vais juste dire plutôt, en fait, je pense qu'effectivement Thomas et Simon et nous tous, on cherche pas à être craint, on cherche presque plus à être, on cherche pas, mais à être envié en fait, parce qu'on est juste tous heureux aujourd'hui dans ce qu'on fait et on s'éclate en plus d'essayer d'être performant et
c'est ce levier-là aussi qui nous est cher et qu'on a envie de montrer parce qu'on fait pas ça que pour être premier. Non, déjà, il y a qu'une place pour être premier, donc c'est compliqué. Sinon, t'es tout le temps déçu, c'est horrible. Mais aussi parce que voilà, on a envie de kiffer notre aventure, quoi. Hein, c'est une aventure humaine qui est incroyable. Donc c'est ça, c'est être envié, quoi. Vas-y, Noé. Et puis, avant tout, on fait les choses pour soi, on fait pas les choses pour les autres. Et pour, je veux dire, le regard des autres, c'est pas très important. Donc, vous n'avez pas envie de, en gros, si je résume un peu, vous n'avez pas, enfin Thomas, tu peux me dire si je me trompe, mais vous n'avez pas envie de jouer le rôle du David contre Goliath ou quoi que ce soit. Vous avez juste envie de kiffer votre truc, de prendre le maximum de plaisir et de pas regarder ce qui se passe à côté, quoi. Non, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de faire bien les choses. Et si on fait bien les choses, on pourra peut-être demain être David contre Goliath. Tu vois, encore une fois, c'est une conséquence. C'est pas un objectif, c'est une conséquence. L'objectif est bien faire les choses, être professionnel dans notre démarche, être professionnel avec les athlètes, être pro avec les prestataires, être pro avec les organisations, être pro avec les journalistes, être pro avec les partenaires. Et si on est bon et pro là-dedans, derrière, on pourra être considéré comme tel ou comme tel. Mais aujourd'hui, c'est pas un objectif. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire notre truc. Alors, attention, c'est pas le Club Med. Hein. Aujourd'hui, ils font tous du haut niveau et il n'y en a pas un qui met un dossard ou qui épingle son dossard sur le t-shirt en disant c'est pas grave, je vais juste finir. Ça, je peux t'assurer que c'est pas le cas. Par contre, ils le font pas en disant je vais écraser tout le monde ou je veux gagner. C'est je vais faire mon truc et si je suis à mon niveau, en phase avec mes associations, que je m'occupe bien de mon truc, donc que je gère bien mon alimentation, mon hydratation, etc., que je joue sur mes points forts, c'est là où derrière je pourrais être devant. Très bien. Et c'est encore une fois, c'est vraiment dissocier le résultat du chemin. Tu vois, c'est trust the process, c'est croire dans le process, croire dans le chemin. Et ça, et bilingue. Ouais. je crois que tu parles anglais et espagnol, Thomas, il me semble. Non, c'est vrai. Un petit peu. Légèrement. Il se moque, mais c'est vrai en plus. Oui, je sais. Élise, t'allais rajouter quelque chose, je crois. Non, c'était juste en anglais d'ailleurs, non? En anglais, non. Be proud of you. Noé, je vais te poser une question parce que je pense qu'il y a que à toi que je peux poser la question. On est en période de Coupe du Monde là, de foot. Donc, est-ce que le groupe vit bien? Ouf. Alors là, tu me poses une colle. Le groupe vit bien, on se voit pas trop. Élise qui fait une grimace. On se voit pas trop en ce moment, du coup, c'est compliqué de savoir si le groupe vit bien, mais je pense. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Vous faites régulièrement Noé, je continue avec toi là. Vous faites régulièrement des regroupements, des rassemblements? Du coup, ce qui est bien dans ce team, c'est qu'on fait quand même pas mal de stages durant l'été. Et après, c'est un peu compliqué en pleine saison parce qu'après, il y a les courses et tout avec tout le monde, c'est pas évident. Mais on essaye quand même de se voir quand même plusieurs fois dans l'année et on a toujours à chaque fois des dates précises, printemps, automne. Et dans l'hiver, on fait au moins un stage, histoire de se ressouder et de se raconter un peu des bêtises. Élise, est-ce que le groupe vit bien? Le groupe vit bien. Alors moi, j'ai pas trop regardé le foot, par contre. Mais non, mais t'as compris la question. Est-ce que par cette question un peu bizarroïde, est-ce qu'il y a par moment des soucis? Est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes? Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Fort bien. Bon. Thomas, est-ce que le groupe vit bien? Sinon, on serait pas là. Hein. Non, mais il y a quand même des soucis relationnels. Hein. Dis-nous tout. Bien sûr, c'est obligé. Sûr. Non, mais évidemment, mais c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, je vais citer Marc Madio, donc le manager de l'équipe Groupe FDJ. On lui posait la question sur Thibaut Pinot. Il disait, moi, j'ai envie de m'entourer de champions. Je veux m'entourer de champions. Et un champion, par définition, il est chiant. Et donc là, je peux t'assurer que les deux qui sont là, ils sont chiants. Non. Mais si derrière, ils sont chiants, mais qui t'apportent encore plus que les petits côtés relous du quotidien, ce qu'on a aussi évidemment, en fait, tu te poses même pas la question. Donc évidemment que le groupe vit bien, il va vivre de mieux en mieux puisqu'on est en train de multiplier les partages et les temps de cohésion ensemble, alors passer de 2-3 stages à l'année à 5-6 et plus toutes les compétitions. Et c'est ça aussi.
c'est qu'au final, on arrive à se voir entre 5 et 10, 12 fois pour tous les athlètes par saison ensemble. Noé, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ouais. Je voulais dire que le groupe vit mal quand il y en a certains qui font la cuisine. Non, je ne citerai pas les noms parce que voilà, je suis quelqu'un de ça. Ah, mais c'est pas bien. Tu balances un truc comme ça, tu balances une grenade, mais tu dis pas les noms. C'est balle perdue. Bon, c'est cool. On a bien fait le tour. Thomas, en toute sincérité, ça fait plaisir de te voir apparaître, de voir apparaître tes athlètes parfois sur les podiums, sur les hauteurs du classement du Golden Trail, etc. Ça fait plaisir, non? Ouais, alors c'est pas mes athlètes, hein, c'est les athlètes du team Sidas Matrix. Ouais. Et je suis rabat-joie là-dessus, mais c'est important. D'accord. En fait, moi, l'objectif, c'est que demain, quand il y a des gens qui sont plus compétents que nous et plus motivés, ils prendront une place. C'est que la structure soit plus forte que tout le monde. Donc c'est ça notre vision, c'est de pérenniser au maximum le projet. Donc oui, évidemment, je suis hyper fier, mais ce qui me rend fier, encore une fois, c'est le chemin et c'est ce qui dégage eux en tant que personnes. Dans cette démarche de haut niveau, dans cette performance, et surtout, moi, ce qui me rend heureux, c'est tout le chemin que moi humainement j'ai fait, grâce à tout le monde, pour en arriver à ça, et demain à ça, et après-demain à ça, et en fait d'être meilleur humainement, d'être meilleur professionnellement, et de kiffer mon truc, enfin kiffer notre truc, d'avoir la chance d'avoir choisi ce que je voulais faire dans la vie, d'avoir la chance que ça marche, et d'avoir la chance de m'éclater dans mes passions, que ce soit sur 6 semaines de l'année l'hiver en tant que moniteur de ski et un petit peu de snowboard, et 95% de l'année en tant que manager du team Sidas Matrix. Donc à partir de ça, oui, tous les jours c'est pas rose, oui, des fois il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, oui, des fois on a des couacs avec des athlètes ou avec des partenaires ou avec des personnes du staff, mais ça c'est normal, et c'est là en fait qu'on puise la nature de la relation humaine. Mais en fait ce qu'on vit, c'est beaucoup plus fort que tous les petits tracas du quotidien que tout le monde a, et il faut surtout pas penser que la vie est rose. La vie est super belle, le groupe vit super bien, et il vit super bien parce que tout le monde est honnête et droit, et quand on a besoin de dire quelque chose, il le dit. Que ça plaise ou que ça plaise pas, mais au moins à l'honnêteté et la franchise de le dire. Pour faire évoluer à la fois la relation humaine des personnes du staff avec l'athlète, mais aussi pour faire évoluer le projet. Très clair. Bon. Très très clair, c'est convaincant. Donc moi je suis convaincu absolument. Élise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer cet échange? Écoute, non, je crois qu'on allait bien profond quand même dans les discussions. Enfin voilà, je vais pas redire ce qu'a dit Thomas et ce que j'ai dit avant, mais effectivement le point clé, c'est vraiment de se remettre en question, de mettre l'ego de côté, d'avancer, d'avoir une vision commune, et cette notion de performance responsable. Puis voilà, ça devrait aller. Tes prochains objectifs? Écoute, saison d'hiver d'abord. Ce sera plutôt des grandes courses type Pierramenta, Mezzalama, des grandes courses. Donc l'hiver, je préfère le long plutôt que le court. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et ensuite, été 2023, je pense qu'il y aura de la course en montagne début de saison, en essayant de me qualifier au championnat du monde. Et ensuite, deuxième partie de saison, Golden Trail Series. Et pareil sur plutôt les courses plus courtes, donc moins de 30 km. Donc voilà, je reste à peu près sur les mêmes formats. Parfait. Championnat du monde qui aura lieu à Innsbruck, me semble-t-il. Oui, début juin. En Autriche. Oui. Noé, dernière chose à rajouter avant de se quitter, et puis ton planning pour les mois à venir. Alors, du coup, saison des Coupes du Monde, pas de football, mais de ski alpinisme. Voilà, en sprint. Et ensuite, après, au printemps, ce sera de faire 2-3 manches des Golden Trail Series. Après, je ne vais pas te cacher que le programme, il n'est pas fait du tout. Donc, il va falloir que je réfléchisse dans l'hiver. Donc, je ne peux pas trop te dire pour ne pas dire de bêtises. Mais tu resteras sur les formats toujours habituels, 20-30 km. Ouais, 20-30 km, ouais, okay. C'est ça. Et donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ? Eh un grand merci à toi, du coup, pour nous avoir posé ces questions. Et puis, en espérant vous voir nombreux sur les bords des chemins, vous encourager, ça fait toujours plaisir. Et du coup, voilà, avec la banane, la bonne humeur et
prêt pour cet été qui arrive. Parfait. Allez Thomas, à ton tour, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Non, mais encore une fois, merci, parce que c'est important d'avoir la curiosité de comprendre ce qu'il y a derrière, et c'est hyper important parce que c'est grâce à vous, journalistes, presse, que le projet peut aussi grossir, que derrière on va pouvoir avoir des aides professionnels, parce que ça ruisselle sur tout le monde et c'est hyper important. Donc merci d'avoir eu la curiosité de creuser un peu derrière tout ça et d'avoir pris le temps de le faire. Et ça, ouais, juste un grand merci. Et voilà, pour tous ceux qui veulent, comme disait Noé, venir discuter, parler, échanger et nous mettre le feu leur mettre le feu sur le bord des sentiers. Nous, on n'en sera que plus reconnaissants et on va prendre toutes les bonnes zones qu'on peut de tout le monde. Très bien. Bon, je suis pas journaliste, hein, je précise encore une fois, je travaille pas dans la presse, je suis qu'un média indépendant, totalement indépendant. Thomas, on va pas pouvoir te mettre le feu à toi sur les sentiers là, t'as pas des trucs de prévu prochainement? Ouais, moi je me cache, me cache. Ouais, toi, je me moque. Ouais. Non, moi en fait c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui le calendrier il est de plus en plus gros. Alors les week-ends ils sont de moins en moins là. Donc en fait j'essaie de me trouver 3-4 courses dans la saison pour me faire plaisir en fonction des périodes. Mais j'adore ça. Je suis pleinement épanoui là-dedans, dans mes deux casquettes, à la fois de pouvoir m'entraîner, avoir la caisse et pouvoir aussi m'entraîner avec eux, parce que ça c'est hyper important. Je suis convaincu que le message que tu envoies quand tu es pratiquant et que tu es passé par, alors à ton échelle, mais par les mêmes efforts, les mêmes doutes, les mêmes moments d'euphorie qu'eux, ça te permet d'avoir une relation encore plus proche et que eux se disent ok, il l'a vécu, c'est de quoi il parle, et c'est pas un mec qui est assis sur une glacière ou devant le canapé à manger des chips et qui me dit pousse plus loin, tu peux aller plus loin. En fait non, pas du tout, il sait pas de quoi il parle. C'est clair. Donc ça pour moi c'est essentiel. Et après ouais, quelques courses. L'année passée, cette année, on avait fait la Pyramante été avec Lucie Germain. Il y a 2 ans, j'avais fait la MCC. Là, je m'étais essayé au Trail des Aiguilles Rouges, mais ça s'est mal terminé à la fin. L'avantage, c'est qu'il sait de quoi il parle en termes d'hypo, quoi. Là, voilà. C'est tes expériences. J'expérimente. Je donne mon cœur à la science et après, je leur dis surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Exactement. Voilà. Bon, mais c'était parfait. Merci à tous les 3. Franchement, c'était chouette. Et puis, merci de nous avoir partagé votre expérience de ce team. De cette team. Allez, je dis ce que je veux. C'est mon podcast. Vas-y. C'est à moi que c'est le mien que je dis ce que je veux. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment un chouette moment de partage. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur à tous les 3 dans tous vos projets. Et puis plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Salut. Merci. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment en compagnie d'Élise, de Noé et de Thomas, que je remercie pour le temps qu'ils nous ont accordé, et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le team Sidas Matrix. Si vous souhaitez rejoindre Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur LinkedIn, Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf ou Nico Guilleneuf. Si vous souhaitez également aider le podcast à grandir et à évoluer, rendez-vous sur les plateformes Spotify ou Apple Podcast pour mettre 5 petites étoiles, un petit commentaire, ça aide à remonter le podcast dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut